Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette conférence. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Il faut que je rapproche encore un petit peu. Là, c'est mieux? Ok, donc je vais garder le micro contre le menton pour que vous m'entendiez bien. Donc, bienvenue à cette conférence, hein, le deuil sous toutes ses formes. On est vraiment sur un cheminement entre reconstruction personnelle, quête de sens et soins du corps. Ça fait partie de la thématique du Salon des médecines douces. Donc je vous propose qu'on commence à aborder ce thème. Alors d'abord je vais me présenter puisque c'est la première fois que j'ai un stand sur le Salon des médecines douces. J'ai fait une conférence l'année dernière ici même, mais je n'avais pas pris de stand. Donc je vais en profiter cette année pour me présenter un petit peu. Je suis psychopraticienne. J'accompagne en fait les adultes qui ont des difficultés de vie, hein, des difficultés générales, que ce soit crise existentielle, que ce soit des dépendances, que ce soit un mal-être, une dépression, etc. Donc vraiment toutes les thématiques générales. Mais j'ai choisi de faire une spécialité un petit peu particulière puisque je suis spécialisée vraiment sur le deuil et sur les ruptures de vie. Alors bien souvent on me demande mais qu'est-ce qui t'a amené, Charlène, à faire cette spécialité-là, parce qu'elle n'est pas courante, et c'est justement pour ça que je communique beaucoup dessus. J'ai fait cette spécialisation tout simplement parce que moi-même, mon parcours de vie est jalonné par beaucoup de deuil. Beaucoup de ruptures de vie, avec des effondrements qui ont été associés à ces ruptures de vie-là. Et je me suis relevée. Et lorsque j'ai lancé mon cabinet de psychothérapie, eh bien, la première année, j'étais plutôt généraliste, je ne voulais pas me spécialiser. Et puis, à l'issue de la première année, le bilan, c'était que les gens venaient me voir pour du deuil, majoritairement, parce qu'il y a des résonances, bien évidemment, avec mon histoire de vie, et puis potentiellement la vôtre. Et donc, tout naturellement, j'ai constaté qu'il y avait un vrai besoin, et que les gens deuillés ne savaient pas toujours vers qui se tourner au moment de leur deuil, parce que le travail de psychothérapie classique ne fonctionne pas forcément. Quand on est endeuillé, c'est un autre type d'accompagnement qu'il faut, plus soutenant et centré bien évidemment autour de l'objet de la perte. Et donc c'est un accompagnement un petit peu spécifique que je propose pour pouvoir répondre à ce besoin et puis aider les personnes endeuillées à traverser cette période de vie délicate. Alors sur cette heure-là de conférence, je vais aborder plusieurs points. Déjà, de quoi on parle, parce que je distingue bien deuil et rupture de vie, donc de quoi je parle exactement. On verra que le deuil, c'est vraiment un processus de guérison, un processus involontaire, inconscient, qui est là pour venir penser votre blessure émotionnelle. Et cette étape, ce processus-là va vous amener vers une introspection personnelle qui va vous faire revisiter un petit peu quelles sont vos priorités, quelles sont vos valeurs fondamentales, quel est votre rapport à vous-même, mais aussi quel est votre rapport à l'autre. Il y a tout un cheminement qui s'enclenche au moment de la perte, que ce soit de la perte d'une personne, que ce soit de la perte d'une situation de vie qui vous est chère. Et bien évidemment, dans cette perte-là, dans cette reconstruction, eh bien, il y a la notion de sens qui va se poser. Quel est le sens de la vie, quel est le sens de l'existence, et comment je redonne un élan dans ma vie, comment je retrouve le goût de vivre quand j'ai perdu une personne qui m'est chère, quand j'ai perdu une situation de vie à laquelle je tenais, quand peut-être moi-même je suis malade et j'ai perdu peut-être un membre, j'ai perdu mes capacités physiques, j'ai perdu ma vie d'avant. Comment je redonne un sens à ma vie? Et je finirai par répondre à quelques questions qu'on me pose fréquemment. Et bien évidemment, je vais essayer de garder un petit temps pour vos questions à vous, parce que je n'aurais peut-être pas donné toutes les réponses à vos questions pour aujourd'hui. Alors le premier message que je donne souvent, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de la souffrance? C'est pas le deuil en lui-même, hein, on est bien d'accord. Ce qui est à l'origine de la souffrance, c'est la rupture de vie, à laquelle vous êtes confrontés. Pour avoir un peu un ordre d'idée, est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle, les personnes qui ont perdu un être cher, qui sont vraiment sur un deuil aujourd'hui par rapport à une personne? Ok. Donc, la rupture de vie, elle vient briser ce lien émotionnel, d'accord, que vous aviez avec cette personne-là. Et c'est... Voilà, s'il y a une fraction de seconde, la personne, elle part, il y a un choc, c'est violent. La rupture de vie, elle se caractérise vraiment par sa brutalité. Mais du coup, on comprend aussi que la rupture de vie,
c'est pas forcément que de la perte d'une personne, ça peut être d'autres choses. Ça peut être le fait qu'on m'annonce que j'ai une maladie grave, d'accord, qui fait que ma vie ne sera plus comme celle que j'avais avant. Ça peut être le fait que je devienne proche aidant et que j'ai un proche auquel je tiens beaucoup, qui a sa santé qui est dégradée, qui des fois est transformée par la maladie. On peut faire un deuil en avance du décès de la personne, hein, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc, d'accord. On fait déjà le deuil de la personne qu'on a connue parce que la maladie la transforme et donc ce n'est plus la même personne. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans ces ruptures de vie là, il y a un choc, d'accord, c'est brutal, il y a un gros stress qui arrive et donc il y a une sorte de figement des affects, on est dans un état de sidération, je dis mais c'est pas possible que ce qui m'arrive en fait, j'y crois pas. Et ça c'est un mécanisme de défense qui fait partie, d'accord, du processus de deuil. Au moment même où la rupture de vie arrive, c'est un événement extérieur à vous, c'est brutal, d'accord, ça arrive comme ça. Au moment même où ça arrive, le processus de deuil s'enclenche. Je reviendrai sur ce processus-là tout à l'heure. Et c'est une cassure qui est brutale, parce que vraiment, elle va vous confronter au vide. D'accord ? Quand vous avez perdu un être cher, ça vous confronte au vide, à l'absence. Il va falloir apprivoiser cette absence. Et c'est tout le travail du deuil. Mais c'est la même chose dans le cas d'une maladie, par exemple. Lorsque j'ai perdu la santé, eh bien, il y a quelque chose que j'ai perdu, qui est propre à moi, qui m'appartient, qui je suis maintenant. Depuis que, je ne sais pas, depuis qu'on m'a enlevé un sein, dans le cas du cancer du sein, qui je suis depuis cette maladie, depuis que j'ai perdu certaines capacités physiques, comment je me réinvente dans la vie. Donc, ça peut venir perturber les repères, ça peut créer un vide. Et c'est en ça que la rupture de vie occasionne de la souffrance. Alors vous l'avez compris, à chaque rupture de vie, il y a un deuil qui se cache derrière. Alors dans les ruptures de vie qu'on peut répertorier, il y a bien évidemment le décès d'une personne née ou à naître, parce que la souffrance peut être extrêmement importante aussi lorsque l'on perd un enfant en cours de grossesse, peu importe la durée de la grossesse. Mais ça peut être aussi lié à la perte d'un animal, d'accord ? Il n'y a pas de jugement à porter sur la qualité de la perte. Dans la rupture de vie, on parle également du divorce, de la séparation, la perte de la santé, j'en ai déjà parlé. On parle également du fait de devenir proche aidant. Mais on peut aller plus loin que ça. Le licenciement, un départ en retraite non préparé, la ménopause, le départ des enfants de la maison, une expatriation. Tout ça, c'est des situations qui peuvent être vécues comme des ruptures de vie et qui peuvent vous conduire à vivre un deuil. Alors je vais faire 2 précisions par rapport à ça. La première, c'est que je distingue bien transition de vie et rupture de vie. On est bien d'accord qu'un licenciement, un départ en retraite, la ménopause, le départ des enfants de la maison, etc., ça peut être vécu comme des transitions. Ça peut être vécu en douceur. Mais ça peut être vécu aussi comme un choc. Un choc, une prise de conscience brutale, un licenciement où on n'a rien vu venir, un départ à la retraite où on s'est dit ma retraite, je vais y penser quand j'y serai. C'est presque trop tard. Parce qu'une fois qu'on y est, il y a ce vide. Surtout si notre travail a été toute notre vie. Si c'était l'endroit où on avait tous nos liens sociaux, ça peut vraiment être vécu comme un choc très brutal. Et donc ça peut nous conduire aussi à vivre un deuil. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on peut me dire, non mais Charlène, tu ne peux pas comparer un licenciement, un départ à la retraite, et puis le décès d'une personne. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est vrai, ça n'a absolument rien à voir. Parce que le décès, il y a le caractère d'irréversibilité derrière. D'accord ? La personne, je ne la reverrai plus, elle n'est plus là. Dans un divorce, certes, je perds mon conjoint, je perds mon mari, je perds ma femme, on n'est plus ensemble. Il y a un deuil aussi, un gros deuil aussi à faire. Mais la personne, elle est toujours vivante. Donc il y a vraiment ce critère d'irréversibilité dans le décès. Sur l'échelle du stress, la perte d'une personne, c'est l'événement de vie qui conduit à avoir le plus haut niveau de stress. Donc il faut bien comprendre ça, c'est cette brutalité, ce figement des affects qui est là dû à un choc émotionnel que l'on a vécu par la perte d'une personne. Pour autant, bien évidemment, c'est pas la même chose, d'accord ? C'est pas la même chose de perdre une personne que de divorcer, que de partir à la retraite, que d'être licencié, etc.
Pour autant, moi je n'aime pas du tout catégoriser le type de douleur, parce qu'il y a quand même rupture, il y a quand même perte. Et derrière, tout ce qui est situation de deuil, c'est quand on a dans la nouvelle situation de vie plus de pertes que de gains. Ça, c'est important à avoir en tête. Parce que lorsque je suis sur une nouvelle rupture de vie, et on voit bien que déjà avec toutes les situations que j'ai énumérées, on peut en cumuler des tas, et toute notre vie, des ruptures de vie. Et à un moment donné, des fois, il suffit, a priori, d'une petite rupture de vie, comme de partir à la retraite, comme d'être licencié, comme de perdre un animal, et qui va venir réactiver des deuils passés qui ne sont pas résolus et qui sont douloureux. J'ai eu le cas d'un monsieur qui est venu me consulter, il avait la cinquantaine, pour un licenciement. Et avec l'accompagnement, en fait, il y a eu des mots qui ont été posés. Ce n'était pas le licenciement lui-même, bien sûr, il était impacté par ça. Mais derrière, son travail le laissait en lien avec sa mère, qu'il avait perdue il y avait 40 ans. Deuil qu'il n'avait toujours pas fait. Donc c'est pour ça que je n'aime pas catégoriser le niveau de douleur ou l'importance d'un deuil par rapport à la rupture de vie. Parce que derrière, toute rupture de vie peut cacher derrière des deuils non résolus et les réactiver. D'autre part, je voudrais rebondir sur cette citation-là, sur ce mot, sur ces phrases qu'on dit des fois. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Moi, je dirais plutôt ce qui ne nous tue pas nous rend plus fragiles. Et quand on cumule des ruptures de vie, eh bien, en fait, on a tous un seuil de tolérance au stress, d'accord ? Et à un moment donné, ce seuil de tolérance-là est dépassé. Et on peut arriver dans une grande vulnérabilité. Et c'est à ce moment-là que le cumul de ruptures de vie peut nous amener aussi à vivre un effondrement. Si j'ai pas eu le temps, si j'ai perdu une personne et que j'ai pas eu le temps de me remettre du décès de cette personne-là, que j'ai à nouveau une autre rupture de vie, décès d'une personne, un divorce, une maladie, et puis quelques années après, ou des fois quelques mois après, j'en ai une nouvelle. Eh bien, ça peut être intolérable parce qu'en fait, on se prend des décharges de stress et de choc, et ça devient ingérable. Et ce dont je parle là, c'est fréquent. C'est pas une personne comme ça de temps en temps qui arrive. Malheureusement, le cumul des ruptures de vie, c'est très fréquent. Et j'ai souvent ce genre de témoignages en cabinet. Donc, il faut aussi avoir ça en tête si vous cumulez des ruptures, des ruptures qui ont entraîné des deuils que vous n'avez pas encore digérés, eh bien, ça peut amener un effondrement derrière parce que c'est trop lourd à porter émotionnellement. On n'a pas encore récupéré d'un deuil, qu'il y en a encore un nouveau qui se présente. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que dans ces situations-là, tout peut être altéré. Le fonctionnement habituel, votre fonctionnement habituel est altéré. Au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau affectif, mais aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire que ce que l'on fait habituellement, en fait, on ne sait plus comment on fait. D'accord ? Parce que, je le rappelle, vous êtes en état de choc. Il y a quelque chose qui est impensable parce que vous ne pensiez pas que ça allait arriver. Et même quand on est plus ou moins préparé, on n'est jamais prêt à perdre quelqu'un, même si c'est des suites d'une longue maladie, que vous l'avez accompagné jusqu'au bout, eh bien en fonction du lien émotionnel que vous aviez avec cette personne, en fonction de la place que cette personne avait dans votre vie, eh bien la perte peut être difficile à surmonter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pertes-là, elles vont venir vous ébranler à tous les niveaux. D'accord ? Il y a une perte de repère où ce qui était facile de faire avant, ça devient compliqué. On ne sait plus. C'est difficile d'y voir clair. C'est difficile de prendre des décisions. On est dans une sorte de brouillard. Ça devient très compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le deuil, il va y avoir des choses qui vont venir donner une certaine couleur au deuil que vous allez vivre. Il y a des circonstances qui peuvent rendre votre deuil plus compliqué à passer, notamment votre vécu personnel. On n'est pas égaux par rapport à ça. Quelle est déjà votre histoire ? Est-ce qu'il y a eu des périodes difficiles qui ont déjà pu vous fragiliser, accroître certaines vulnérabilités, mais aussi votre personnalité. Quelle est votre personnalité ? Est-ce qu'on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide ? Est-ce qu'on a plutôt tendance, déjà, naturellement, on a ce trait de caractère, à ruminer ou à s'inquiéter pour le futur, à se projeter ?
est-ce qu'on est plutôt d'un naturel combatif ou est-ce qu'on a du mal dans les difficultés de vie à mobiliser des ressources aussi pour pouvoir surmonter cette difficulté? Ça dépend de notre personnalité, du tempérament de chacun, bien évidemment. Et donc forcément, nos failles vont pouvoir être aussi réactivées à ce moment-là, ce qui peut rajouter de la complexité dans la traversée du deuil, rendre le deuil un peu plus difficile à passer. Une notion clé dans la traversée du deuil, c'est l'entourage, le soutien que votre entourage peut vous donner. Est-ce que je suis entourée? Est-ce que mon entourage est un entourage, on va dire, de qualité par rapport au deuil? Est-ce qu'ils m'écoutent? Ou est-ce que rapidement, j'ai plus l'écoute dont j'ai besoin? Ils veulent me repousser dans la vie, ils veulent que je tourne la page parce qu'ils disent mais c'est bon, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, allez, il faut avancer, il faut tourner la page. Et oui, mais c'est pas toujours possible parce que le deuil, ça prend du temps. Et on n'a plus la qualité d'écoute dont on a besoin, on se sent incompris. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, on n'en parle plus, on se replie, on se referme parce qu'on n'a pas le soutien et l'écoute dont on a besoin. Or, le soutien, c'est vraiment quelque chose de clé et d'important pour votre traversée du deuil. C'est de ça dont les endeuillés majoritairement ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on leur trouve de solution, ils ont juste besoin d'être entendus pour pouvoir déposer ce qu'ils vivent. Un autre critère qui va conditionner un petit peu le vécu de deuil, c'est les circonstances dans lesquelles vous avez perdu une personne, les circonstances dans lesquelles la rupture de vie est arrivée. Est-ce que vous avez pu accompagner la personne jusqu'au bout? Est-ce que vous avez pu lui dire tout ce que vous aviez envie de lui dire? Est-ce que vous avez pu faire tout ce que vous aviez envie de faire ensemble? Est-ce que, au contraire, vous êtes partis fâchés? Vous n'êtes peut-être pas vus depuis des années et il y a de la culpabilité qui peut s'instaurer derrière. Donc, quelles sont les circonstances? Et est-ce que, si dans le cas d'une maladie, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont le personnel soignant a essayé de soigner la personne malade dans ces derniers jours? Toutes les circonstances, en fait, vont donner une couleur au deuil que vous allez vivre. Quand je parle de circonstances, il peut y avoir du trauma aussi derrière. Une personne qui se suicide, voilà, ça laisse un trauma aussi pour les personnes qui restent. Donc, qu'est-ce qui se passe autour du décès de la personne? Et puis, dernière notion c'est important de faire passer ce message-là. Le deuil que vous allez vivre va dépendre aussi de la qualité du lien émotionnel que vous avez avec la personne. C'est pas forcément parce que vous perdez une personne de votre famille que c'est un deuil des plus douloureux. Encore des fois on perd une maman, des fois on perd un papa, mais pour certaines raisons qui sont propres à la personne peut avoir beaucoup plus de chagrin, être beaucoup plus effondrée parce qu'elle a perdu sa belle-mère, son beau-père, une voisine. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce que des fois, on n'a pas forcément d'atome crochu ou de lien particulier avec notre propre mère. Mais on a pu développer des liens très forts avec notre voisine, avec une autre personne qui a pris la place de mère. Une personne qui est devenue pilier, qui n'est pas notre mère biologique, mais une personne pilier. Et c'est l'effondrement quand cette personne-là part, parce qu'elle avait pris la place de mère. Donc c'est vraiment ne pas juger les gens quand ils vous disent je souffre et je ne suis pas comprise parce que en fait j'ai perdu ma belle-mère, je suis effondrée, je suis en arrêt de travail. J'ai une personne qui est venue me dire ça. Et en fait elle me disait mais mon entourage ne comprend pas. Ils me disent mais c'est que ta belle-mère, c'est pas ta mère. Et oui mais cette belle-mère-là, elle était importante pour elle. C'était un de ses piliers de vie. Et donc ne pas juger les gens quand ils vous disent qu'ils ont de la peine par rapport à un deuil. Ça peut être la même chose pour un animal. On ne sait pas derrière quel est le lien émotionnel entre cette personne et cet animal. Cet animal, c'était peut-être l'enfant que cette personne n'a jamais pu avoir et qu'elle a investi comme un enfant. Cet animal, c'était peut-être l'animal d'une personne qui lui était chère et qui est partie, et c'est son dernier lien avec cette personne-là. On ne sait pas. Tout ce qui compte, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la souffrance de la personne à ce moment-là. Il n'y a que ça qui compte, et son besoin d'écoute. C'est pour ça que moi je ne qualifie pas, je ne juge pas la qualité du deuil que la personne vit. La seule chose qui importe, c'est sa souffrance, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Et c'est de ça dont elle a besoin qu'on s'occupe, pardon. Donc, le processus de deuil, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un processus de cicatrisation, d'accord? Il y a la rupture de vie, quelle qu'elle soit, qui vient faire mal, qui vient créer un choc, une rupture. Et puis, il y a le processus de cicatrisation qui s'enclenche dès le début, d'accord? Le deuil, le processus de deuil, c'est votre allié, c'est celui qui va venir vous aider à panser cette blessure. Processus de deuil, c'est comme lorsque l'on se casse un bras, d'accord? Il faut 45 jours à l'os pour pouvoir se réparer. Et on est bien d'accord, vous faites strictement rien à ce moment-là. C'est le corps qui travaille pour vous, pour réparer votre os cassé. Bien, le processus de deuil, c'est exactement la même chose. C'est un processus qui est inconscient, qui est involontaire. Vous n'avez pas la main dessus. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'entends des fois des personnes qui me disent « Je ne veux pas rentrer en deuil, je ne veux pas ». Mais c'est votre allié. En fait, il est là pour aussi vous aider à réparer cette douleur qui vous fait mal au quotidien. Et de toute façon, il se fera. D'une manière ou d'une autre, mais il se fera. D'accord? Parce que c'est un processus naturel de guérison qui appartient au corps humain. L'autre information que je voudrais vous donner, c'est qu'il n'y a pas de durée de deuil. D'accord? Chaque deuil est spécifique. Moi, j'en ai vécu plusieurs et je les ai pas vécus de la même manière. Ils n'ont pas duré le même temps. Chaque deuil est subjectif, chaque personne va mettre un certain temps à faire son deuil. Encore une fois, parce que ça dépend de la qualité du lien derrière, et puis ça dépend des répercussions qu'il y a dans la vie aussi, par rapport à la perte de cette personne. On imagine bien que perdre, je ne sais pas, un cousin, une cousine, peut-être une tante avec qui on n'avait pas trop de lien, avec qui on a des souvenirs, d'accord, on est peiné. Mais ça ne va pas être la même chose que, par exemple, de perdre un conjoint, par exemple. Ça peut être différent. Donc, il n'y a pas de notion de durée. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, ce n'est pas parce que ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Concernant les conjoints, des fois, j'entends « Oui, mais Charlène, on me dit, au bout d'1 an, mais rencontre quelqu'un d'autre, mets-toi sur les sites de rencontres, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu vives. » Mais ça fait 1 an, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je suis trop impactée par la perte de ma femme, par la perte de mon mari. Donc il faut laisser du temps pour pouvoir récupérer. Tout l'accompagnement du deuil, toute la traversée du deuil, ça vise à intégrer la réalité de la perte. Ça vise à intégrer le fait que la personne, on ne la verra plus, que ma santé d'avant, je ne l'aurai plus, que mon travail, c'est fini, je ne l'aurai plus. Ça vise à ça. Ça ne vise pas à accepter l'objet, enfin la perte en elle-même. Parce que perdre un enfant, perdre un conjoint, perdre une personne qu'on aime profondément, ça reste quelque chose d'inacceptable. Mais par contre, je peux accepter ce qui est, aller vers l'acceptation. De toute façon, cette personne-là n'est plus là. Et aujourd'hui, je dois vivre sans elle. D'accord? L'absence, le manque de cette personne sera toujours là. Hein? Mais la souffrance s'apaise parce qu'à un moment donné, il y a comme une sorte de lâcher-prise. J'accepte que aujourd'hui, je dois faire ma vie sans elle. Et cette personne-là, elle vit à l'intérieur de moi, elle ne vit plus à l'extérieur, le lien n'est plus extérieur à moi, parce que la personne n'est plus là, mais j'ai intériorisé le lien, et elle vit à travers moi. C'est tout l'enjeu du deuil, c'est tout le travail et la traversée du deuil. Alors dans ce processus-là, bien évidemment, il y a plein d'émotions qui se mélangent, et surtout sur la première année, c'est peut-être le moment où c'est le plus difficile. Il peut y avoir des émotions de tristesse, de colère, de culpabilité, de honte, de désespoir, tout ça mélangé, puis un jour ça va, le lendemain ça va plus, une semaine on y arrive, la semaine d'après c'est catastrophique, on n'arrive pas à sortir de son lit. Et oui, parce que c'est un processus qui est oscillatoire, c'est pas linéaire, c'est pas constant. Et ça il va y avoir un brassement des émotions au moins pendant 1 an. Au bout d'1 an, il commence à y avoir un mieux, une amélioration. Encore que ça dépend de qui on a perdu, on ne peut pas parler toujours d'une amélioration au bout d'1 an quand on a perdu un enfant, quand on a perdu un conjoint, quand on a perdu quelqu'un par suicide. Ça prend plus de temps. Donc il n'y a pas de règle. Mais par contre, il y a
marasme émotionnel dans lequel vous êtes, qui vous fait vous plonger dans un brouillard, vous voyez plus les choses, vous n'arrivez plus à retrouver vos repères, vous savez plus comment faire, vous arrivez difficilement à vous projeter sur la semaine suivante. Déjà c'est dur au quotidien parce que le choc, le stress vient vous impacter aussi physiquement, vous avez mal physiquement et vous n'avez pas d'énergie, vous avez envie de rien. Il y a potentiellement un moment de repli aussi, on n'a plus envie de sociabiliser, on a envie qu'on nous laisse tranquille avec notre douleur et on a envie que ça cesse et on a envie qu'on arrête, que les gens arrêtent de nous dire mais repars dans la vie, allez, vis, continue, avance, tu ne peux pas rester comme ça. Ah oui, mais il y a certaines périodes du deuil où on n'est pas en capacité d'entendre ça et on ne veut pas entendre ça. Là où c'est bien évidemment complexe le deuil, c'est que c'est pas seulement la perte de la personne ou de la situation de vie qui est compliquée, c'est que derrière il y a ce que j'appelle des questions, des deuils périphériques à faire. Lorsque je perds un enfant en cours de grossesse, on peut se dire, j'ai eu un papa qui me dit au départ, je ne comprenais pas pourquoi les femmes ou les hommes qui avaient perdu un enfant en cours de gestation comme ça souffraient autant. Parce que, vous vous rendez compte, moi j'ai perdu mon fils, il avait 18 ans, moi j'ai vécu 18 ans avec lui, je l'ai perdu. Eux, ils n'ont rien vécu. Et oui, mais dès la grossesse, il y a des liens émotionnels qui sont tissés, il y a des projections avec l'enfant qui sont faites. Et on s'imagine notre vie avec cet enfant-là. Donc forcément, c'est aussi, vous voyez, c'est pas que la perte de l'enfant, c'est aussi la perte du futur ensemble, de tout ce qu'on avait projeté. Et puis à côté de ça, il y a des problématiques périphériques, c'est des disputes éventuellement avec le conjoint, parce qu'on a l'impression de ne pas se comprendre, de ne plus s'entendre. Si je prends le divorce, eh bien, il y a des choses similaires. Ok, j'ai perdu mon mari, ma femme, mais j'ai pas perdu que ça. J'ai perdu tous les projets là qu'on avait, j'ai perdu tous les projets de vie futurs. Mais je perds aussi potentiellement le lieu d'habitation où j'avais construit ma famille, où j'avais projeté de vivre ma vie. Je perds potentiellement l'endroit où mes enfants sont nés. Je perds la structure familiale que je voulais offrir à mes enfants. Donc il y a toutes ces questions périphériques, et ça pour tous les deuils en fait. Dans la maladie, c'est exactement la même chose. On m'annonce une maladie grave, j'ai le choc de l'annonce, je perds mon identité de personne en bonne santé, il y a ça. Mais peut-être que j'ai des cicatrices, je suis marquée physiquement, je deviens une autre personne. Et des fois, la maladie me transforme, je deviens vraiment une autre parce que ça vient tellement m'ébranler dans mes fondations, ça vient tellement m'ébranler, surtout s'il y a un risque vital derrière, que mes priorités changent. Et donc potentiellement, mes relations changent. Et potentiellement, les gens autour de moi ne me reconnaissent pas. Ils se disent, mais c'est pas possible, je ne te reconnais plus, tu es qui maintenant? Et oui, mais la maladie est passée par là. Vous voyez, donc il y a plein de deuils à faire. C'est pas si simple et c'est pour ça que ça prend du temps. Alors dans cette introspection personnelle, il y a toujours ces questions. Qui suis-je? Qui suis-je maintenant sans cette personne? Qu'est-ce que je deviens? Parce qu'avec cette personne, j'avais tel lien, je faisais telle chose, c'était mon pilier, et si j'ai plus mon pilier, mais comment je fais maintenant? Et avec cette personne, c'était tellement bien d'être avec elle. Maintenant, je ne l'ai plus. Ma vie, elle est plus morose, plus morne, plus triste, plus vide. Comment je fais sans elle? Qu'est-ce que je deviens? Quand je suis aidant, c'est pareil. Il y a le deuil blanc. On en parle de plus en plus dans le cas des aidants, mais le deuil blanc, ça peut être perturbant aussi. C'est quand je fais déjà le deuil de la personne malade, parce que la maladie la transforme. Pensez par exemple aux maladies neurodégénératives. La maladie transforme la personne et je perds la personne que j'ai toujours connue, avec qui j'aimais être en lien. La maladie transforme la personne en une autre personne. Et donc il y a déjà un deuil blanc qui se fait, un premier deuil qui peut être très culpabilisant parce qu'on se dit mais je suis en train de faire le deuil d'une personne, mais elle n'est pas morte, elle est là. Et l'entourage ne comprend pas ça s'il n'a pas cette notion de deuil blanc. Moi ça m'est arrivé de faire un deuil blanc il y a des années de ça. Et quand j'en parlais, je me disais, mais Charlène, c'est pas possible, tu veux pas dire ça, mais elle est pas morte, etc., etc. Et des années après, quand je me suis formée au deuil, c'est là que j'ai compris que c'était un deuil blanc, que c'était légitime, normal, et que j'ai mieux compris l'ambivalence des sentiments que j'avais éprouvés il y a 20 ans. De la même manière
qui suis-je? Qu'est-ce que je deviens sans mes enfants, hein? Dans le cas du syndrome du nid vide, hein, quand on est mère au foyer, qu'on a consacré toute sa vie à nos enfants et qu'on ne s'est pas préparé, qu'on n'a pas anticipé leur départ et qu'ils s'en vont de la maison, qu'est-ce que je deviens, hein? On peut faire décliner pour le travail également, hein, c'est la même chose. Et donc dans cette introspection personnelle, il y a vraiment 3 temps, hein. Il y a le temps du passé, c'est revisiter le passé pour savoir ce que l'on avait et ce que l'on a perdu, toujours pour pouvoir intégrer la réalité de la perte. On va retrouver dans ces moments-là les moments de bonheur, ce qui nous ont apporté, les liens avec cette personne, ce qu'on aimait chez elle, ce qu'on aimait partager avec elle, ce que l'on a perdu. Mais ça va être important aussi de ne pas regarder que ce qui était positif. Ça va être important aussi dans ces moments-là de pouvoir investir peut-être les côtés plus sombres de la personne, les côtés plus sombres de la relation. Pourquoi ? Eh bien parce que si je regarde que les côtés positifs, je risque de rentrer dans une sorte d'idéalisation de la personne perdue. Et donc de ne pas réussir à avancer dans mon deuil parce que ça devient encore plus inacceptable si la personne était parfaite. Hein ? Donc on va aller aussi parler des côtés peut-être qui étaient moins sympathiques avec cette personne ou avec cette situation de vie. Et puis on va aller aussi observer le présent pour voir ce que l'on a perdu. Et là on est dans le temps des émotions, dans le temps du manque, dans le temps du vide, dans cette douleur qui est là, qui ne nous quitte pas, qui est là jour et nuit, avec ces pensées circulaires, obsédantes, hein, qui sont là tout le temps dans nos têtes, qui sont là en train de nous dire mais pourquoi c'est arrivé? Et si j'avais fait ci? Et pourquoi j'ai pas fait ça, hein? Et comment je vais faire maintenant? Et donc c'est vraiment le temps de la perte de repères, du questionnement. Mais dans ce vide là aussi, dans cette phase où je ressens pleinement le vide, des fois des mois après la perte, des fois 6 à 10 mois après la perte de la personne, eh bien dans ce temps-là de vide, je peux aller aussi chercher mes ressources pour pouvoir remonter. Et c'est là que je peux aussi reconstruire quelque chose de nouveau. Parce que pour m'en sortir, je suis obligée de plonger dans mon intériorité. Je suis obligée d'aller chercher mes ressources si je ne veux pas m'écrouler complètement. Et puis il y a le 3e temps, réinvestir le futur pour votre vie. Hein. Dans ce moment-là, j'ai récupéré déjà un petit peu d'énergie. Hein. Je ne suis plus autant brassée par mon deuil qu'au tout début. J'ai récupéré l'énergie et j'arrive à revoir un sens à la vie. J'arrive à avoir à nouveau des envies. J'arrive à faire un petit peu de projet. Ça va crescendo, c'est un petit peu au départ, d'accord ? Il y a des moments où on peut, des moments où on ne peut pas. Et puis de plus en plus, ces espaces où on ne peut pas, on n'y arrive pas, où ça ne va pas, ça diminue, ça s'espace. Et plus ça va, et plus on arrive à réinvestir la vie. Donc ça, c'est le temps du futur. Mon slogan, c'est « Se trouver pour mieux renaître ». Et dans ce temps du futur, beaucoup d'endeuillés parlent de renaissance. Et la renaissance, elle est vraiment possible. J'ai eu une séance avec une maman qui a perdu son fils il y a 5-6 ans maintenant. 5-6 ans de profonde douleur. Elle souffre toujours de la perte de son fils. Mais elle est en train de sortir de là. Et c'est elle qui a posé les mots de renaissance. Parce qu'aujourd'hui, elle retrouve un nouveau sens à sa vie. Elle a déconstruit tout ce qui elle était jusqu'à présent pour reconstruire quelque chose de nouveau en intégrant la réalité de cette perte. Parce que forcément, elle n'est plus la même femme qu'avant. C'est pas possible. Le deuil, la perte d'un être aimé nous transforme. Mais une renaissance, c'est possible. Alors, bien évidemment, ça va aussi venir nous interroger. Le deuil nous interroge pour redéfinir les priorités de notre vie. Quand on perd quelqu'un de cher, quand on perd quelque chose à laquelle on était extrêmement attaché, eh bien, on voit qu'en une fraction de seconde, on peut perdre nous aussi la vie. Et puis on repositionne ce qui est véritablement essentiel pour nous. Alors on va aller questionner un petit peu, mais qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Maintenant que j'ai fait cette expérience-là, qui vient m'ébranler dans mes fondations, dans mes croyances, dans ce que je pense qu'est-ce qu'est la vie, ça vient me confronter à tout ça. Eh bien, je vais revoir aussi mes priorités. Et quelles sont mes priorités aujourd'hui dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie d'être, dans ce que j'ai envie de vivre? Je repositionne, d'accord? Je fais un remaniement intérieur pour aussi vivre peut-être différemment et pour redonner plus de sens à la vie.
c'est une manière de réinvestir la vie. Et puis dans mon questionnement, ça va être aussi, est-ce que j'ai été suffisant à l'autre dans ma relation avec cette personne que j'ai perdue? Est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que j'étais assez présent? Est-ce que c'était assez qualitatif? Et si je ne l'ai pas été, eh bien ça peut m'amener aussi à me repositionner par rapport à l'autre pour les autres personnes qui sont chères autour de moi, d'améliorer la qualité de mes relations, peut-être de donner plus de temps, peut-être de mettre les choses de la to-do list un petit peu de côté pour passer du temps de qualité, pour vraiment partager une connexion, quelque chose de profond avec les personnes que l'on aime. Il y a une personne en groupe de parole un jour elle avait perdu son mari et d'un cancer, et elle restait seule avec 3 enfants. Et un jour, elle a fait un témoignage qui était vraiment impactant. Elle disait, mais je me rends compte que la seule chose qui compte dans la vie, c'est l'amour. Et que les questions financières, logistiques, etc., c'est pas le vrai sujet, c'est pas la vraie problématique. Mais ça, elle s'en est aperçue parce qu'elle avait perdu son mari. Et elle l'a dit comme un cri, ce qui compte, c'est l'amour. Et donc c'est en ça où ça va venir aussi vous questionner et vous repositionner potentiellement par rapport à vos proches. Mais ça va venir aussi vous questionner pour vous, si vous avez accordé énormément de temps à l'autre et que vous êtes malade, eh bien ça peut venir vous questionner aussi, est-ce que j'étais suffisant par rapport à moi? Est-ce que j'ai pas trop donné par rapport pour les autres au détriment de ma propre personne? Ça, c'est des choses qui arrivent aussi, qui sont fréquentes. Et donc ça invite à rééquilibrer les choses pour être plus juste par rapport à soi, pour être plus juste par rapport à l'autre. Et pour trouver cet équilibre entre mon accomplissement personnel et aussi mon besoin d'appartenance au groupe et mon besoin de relation avec l'autre. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, le soutien c'est un élément clé pour traverser le deuil, et dans le deuil il y a cette phase qui arrive des fois au bout de 6-10 mois dans le deuil de personnes, cette phase qui arrive au bout de 6-10 mois où c'est dur, où on a une humeur dépressive, on est vraiment dans le creux de la vague et c'est dur, et le soutien il est vraiment important dans ces cas-là. Et des fois vous avez votre entourage, vos amis, votre cercle amical, professionnel ou autre qui vous invitent à des sorties, qui vous proposent de faire des choses, mais parce que vous êtes en manque d'énergie, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous avez mal, vous n'y allez pas, parce que vous n'avez pas le courage. Alors oui, ça peut arriver 1 fois, 2 fois. Au bout de la 3e invitation, les gens peuvent ne plus oser vous inviter. Alors, et on l'a dit, le lien social, il est important, parce que quand vous allez sortir de votre deuil, parce que vous allez en sortir un jour, eh bien c'est toutes ces relations-là qui potentiellement pourraient être aussi abîmées. Et donc la question, c'est pas de savoir est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie d'y aller. Mais on peut voir les choses différemment. Est-ce que c'est utile ou pas pour moi d'aller à ce dîner pour préserver les liens sociaux? Alors je me mens pas, je fais pas genre si j'ai très envie d'y aller. Je sais au fond de moi que je n'ai pas envie. Parce que je préférais rester chez moi tranquille, rester dans mon lit ou au chaud. Devant la télé. Donc je sais que j'ai pas envie, mais je sais que c'est utile. Alors j'y vais. Parce que ça aussi, ça va contribuer à vous aider à traverser votre deuil. Le fait d'être entouré, de ne pas être seul, sortir du repli, sortir de l'isolement. Parce que le deuil est un facteur aggravant d'isolement. Et derrière l'isolement, il y a potentiellement dépression. Le deuil, ça va vous inviter aussi potentiellement à développer votre talent de communicant pour pouvoir exprimer ce que vous vivez. Alors c'est ce que l'on voit des fois en thérapie parce que ça s'y prête. J'ai eu le cas d'une maman qui avait fait 2 grossesses extra-utérines en 6 mois. Et bien évidemment, ça avait altéré sa communication avec son mari. Ils se disputaient beaucoup et ils ne se comprenaient pas. Parce que hommes et femmes n'ont pas la même manière de vivre le deuil. Et elle me parlait, elle me disait, mais Charlène, vous vous rendez compte, il fait ci, il fait ça, moi ça m'impacte, je comprends pas qu'il fait ça, c'est un manque de respect, c'est ci, c'est ça. Et moi je suis extérieure à la situation, donc je vois les choses sous un autre angle et je lui présente les choses sous un autre angle. Et de cette séance-là, elle déclenche une discussion avec son mari.
Et de là, la conclusion, c'est qu'en fait, ils vivaient exactement la même chose, les mêmes ressentis, les mêmes émotions. Il y avait juste une incompréhension dans la manière de les exprimer. Et au lieu de les diviser, de les séparer, eh bien, cet événement-là les a rapprochés parce que en thérapie, on a pu mettre des mots sur ce qu'elle éprouvait, etc. Et elle a pu expliquer de façon plus juste, plus claire à son mari comment elle vivait les choses. Et de cette manière-là, ils ont pu mieux communiquer et se rapprocher. Et ça protège aussi, bien évidemment, une bonne communication, la qualité des liens avec notre entourage. Alors le deuil amène évidemment un travail de déconstruction, de reconstruction, j'en ai déjà parlé, il y a vraiment un remaniement intérieur qui s'opère parce que ça transforme, parce qu'on n'est plus le même, parce qu'on va se questionner aussi sur le sens de la vie. C'est, on pourrait dire, une sorte de voyage spirituel à travers la douleur, une sorte de quête initiatique, c'est un passage, d'accord, un passage que je dois traverser pour moi aussi évoluer. Et la question du sens, elle va vraiment se poser parce que vous allez pouvoir vous dire mais pourquoi ça m'arrive à moi ? J'ai eu le témoignage tout à l'heure d'une personne qui me disait mais moi j'ai eu un cancer et c'est mon mari qui est décédé en quelques secondes d'une crise cardiaque. Et elle se pose la question mais pourquoi lui, pourquoi pas moi ? Quel est le sens à donner à tout ça ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas toujours. On n'en trouve pas toujours. La question du sens, c'est pas le sens de la mort, bien qu'on peut poser la question du sens de la mort, la question du sens de la vie, c'est au cœur aussi de la traversée du deuil, mais quel sens aussi je donne aux expériences de cette vie. Ça peut arriver en fin de deuil, pas toujours. Des fois on se reconstruit, mais il n'y a pas de sens, on ne l'a pas trouvé. Et puis des fois, eh bien, on a une renaissance parce qu'on arrive à sublimer toutes ces épreuves que l'on a vécues. Si je parle de mon cas, moi j'ai perdu toute ma famille paternelle en quelques années de manière brutale, successivement. J'avais pas le temps de me remettre d'un deuil, qu'il y en avait un nouveau qui arrivait, cumuler tout ça par doublon à d'autres ruptures de vie. Et à un moment donné, j'ai réussi à sublimer ça parce que je suis devenue thérapeute spécialisée dans le deuil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un travail, c'est une mission de vie. J'ai transmuté cette épreuve, ces épreuves de vie, en quelque chose qui donne du sens aujourd'hui à ma vie. Je suis utile, je sais pourquoi je me lève le matin. Et je sais que dans mes accompagnements, j'aide les personnes à traverser leur deuil. C'est en ça où, des fois, en fin de deuil, eh bien, on peut y trouver un sens. Parce qu'on sublime ces épreuves de vie en quelque chose qui a du sens pour nous. Bien évidemment, alors Christophe Fauré, qui est un psychiatre de renom français qui est spécialisé sur le deuil, va même des fois jusqu'à dire qu'on peut voir ça comme un cadeau de la vie ou un cadeau de la personne qui est partie, son cadeau de départ. D'accord, on le fait dans la douleur, c'est dur, mais quand on en sort, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la sublimation parfois qui peut arriver. Alors sur la question du sens, on peut parler aussi de la religion, qui peut être une aide précieuse parfois, quelle qu'elle soit, peu importe la religion que vous avez, mais parce que derrière il y a une communauté, il y a un soutien qui est là. Il y a l'accueil de votre souffrance qui peut être là, qui peut être d'un réconfort. Il y a des rituels aussi qui peuvent être faits autour de cette souffrance, autour de cette perte. Et ce soutien de la communauté peut vraiment être très aidant. Mais dans d'autres cas, des personnes qui avaient la foi, et j'ai eu le cas cette semaine d'une personne qui me faisait ce témoignage-là et qui me disait, moi j'étais croyante avant Charlène, mais quand je vois la manière dont mes parents sont partis, comment ils ont souffert, je me dis c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'il y ait Dieu, c'est pas possible qu'il y ait tout ça en fait. Sinon ça n'existerait pas cette souffrance-là. Et elle a perdu la foi. Donc ça existe ça aussi. Des fois la foi se transforme d'une foi religieuse en une foi qui est plutôt autour de la quête du sens. On est encore dans la spiritualité. Alors je voudrais vous donner quelques points de repère pour pouvoir vous aider dans cette traversée du deuil. Une question souvent qui m'est posée, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter ? Eh bien à cette question, je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la traversée va se faire, elle va prendre le temps
qu'il va falloir ayez confiance dans votre corps et dans le processus parce qu'il sait ce dont vous avez besoin. Et si ça prend du temps, eh bien c'est peut-être qu'il y a besoin de ce temps-là aussi pour pouvoir vous récupérer de ce choc. Par contre, il y a des choses à savoir. Dans ces phases de deuil, il y a la première phase de choc, phase de sidération qui peut durer quelques heures, quelques jours. Et puis il y a une autre phase qui est la phase de fuite, d'agitation, on peut appeler ça comme ça. On n'est plus forcément dans la colère, bien que elle revient quand même. Mais on est dans les démarches administratives, on est dans tout ce qu'il y a à faire. Et puis on va être dans la recherche du défunt, on va par exemple écouter sa voix sur le répondeur, on va apporter ses vêtements, on va, je sais pas, moi mon frère par exemple à la mort de notre père, il utilisait l'assiette de notre père pour manger. Il utilisait son briquet, il mettait ses vêtements, il avait besoin de ce contact-là pour se relier à lui. Donc il y a cette phase-là. Et puis il y a cette troisième phase, cette phase de déstructuration, où là, c'est vraiment différent. Là, il y a une chute, d'accord ? On est vraiment dans le creux de la vague. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. C'était dur au départ, je pensais que ça allait mieux, que j'allais m'en sortir, mais c'est encore pire maintenant. Et ça va jamais s'arrêter. Cette douleur, elle ne quitte plus, elle s'intensifie. Alors cette phase-là, elle est dure à passer. Et on ne sait pas combien de temps elle dure. Ça, c'est le côté difficile de cette phase-là. Le côté positif, si vous êtes dans cette phase-là, ça veut dire aussi que votre deuil avance. Que vous n'êtes pas bloqué sur le... Il y a des personnes qui peuvent rester bloquées toujours sur cette notion de recherche de la personne. D'accord ? Mais si vous en êtes là, ça veut dire que quand même votre deuil avance. Vous êtes dans un cheminement qui progresse. Et puis la dernière phase, c'est la phase qu'on appelle de restructuration, où là on commence à sortir du creux de la vague et on commence à remonter pour se réinsérer dans la vie. On recommence à faire des projets, on recommence à prendre le goût de vivre. Et puis la personne que l'on a perdue, elle commence à vivre à l'intérieur de nous. Par les souvenirs, on peut regarder des photos sans pleurer, on peut parler d'elle sans pleurer, sans être ébranlé dans ses fondations. Et on la sent à l'intérieur de nous. Le lien extérieur, d'accord ? Quand on a deux personnes, il y a un lien. Et ce lien, par exemple, si je parle de moi à vous, on va avoir un lien extérieur. Quand la personne décède, ce lien, il reste, il n'a pas disparu, mais il se confronte au vide et à l'absence. Et c'est ça qui fait mal. Et le travail de deuil fait que ce lien-là, qui était extérieur au départ, petit à petit, je l'intègre en moi. Et la personne vit à l'intérieur de moi. Donc c'est un autre rapport, une autre relation. La personne, vous ne l'oublierez jamais. Jamais. Le deuil ne vous fera pas oublier la personne. Elle va faire que vous allez trouver une paix, une sérénité intérieure. Mais vous ne l'oublierez pas. Et à chaque événement de famille, et à chaque date d'anniversaire, vous aurez une pensée pour elle. Parce que le manque, il sera toujours là. Mais il ne fera plus souffrir, parce qu'il sera intégré. Dépression versus humeur dépressive. Ça, c'est une notion importante aussi. Dans le deuil, on est sur une blessure émotionnelle qui n'a pas toujours besoin d'antidépresseurs. Majoritairement, elle n'en a pas besoin. Les antidépresseurs, ça va rendre constantes les émotions, ça va les bloquer. Or, le deuil est une blessure émotionnelle. Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez arrêter les antidépresseurs ? Les émotions vont ressortir. Il y a une grosse différence entre humeur dépressive, d'accord, et dépression. Dans l'humeur dépressive du deuil, dans les deux, vous allez avoir perte d'appétit, vous allez avoir sommeil perturbé, d'accord, moins d'élan. Ok, tout ça c'est similaire. La grosse différence, c'est que dans la dépression, il y a une culpabilité accrue, d'accord. Et tous les événements de vie, même les joyeux, comme, je sais pas, une nouvelle naissance, un mariage, ou tout ce qui peut être joyeux dans la vie, dans la dépression, ça fait rien, on ne réagit pas, on n'éprouve plus de joie. Dans l'humeur dépressive qui est caractéristique du deuil, on arrive encore à éprouver de la joie dans des moments de joie. D'accord ? Donc il y a certains deuils qui nécessitent d'avoir des antidépresseurs parce qu'il y a un risque d'aller vers la dépression. D'accord ? Mais pour ça, ce n'est pas le médecin généraliste qu'il faut aller consulter, mais c'est un psychiatre qui pourra vraiment évaluer votre besoin, le besoin médicamenteux, le besoin de traitement ou pas. D'accord ? Mais ce n'est pas systématique. Quand
Quand est-ce qu'on parle de deuil pathologique? C'est souvent une question qu'on me pose également. Le deuil pathologique, on va dire que on peut en parler quand au bout de 1 an, une bonne année, et puis on va catégoriser, on ne va pas faire le même diagnostic sur un suicide, sur la perte d'un enfant, sur la perte d'un conjoint. Mais en général, quand il y a deuil pathologique, ça veut dire qu'au bout d'1 an, eh bien, on va vraiment pas mieux qu'au tout début du deuil, voire même c'est encore pire qu'au tout début. On régresse complètement, ça s'intensifie de trop. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'enquister. En règle générale, au bout d'1 an, vous n'aurez pas fini votre deuil. Mais il y aura quand même un mieux par rapport au départ. Quand je dis 1 an, vous n'arrêtez pas à 12 mois pile. D'accord ? C'est une moyenne. D'accord ? Ça peut être 12 mois, 18 mois, mais il y a quelque chose de mieux qui arrive. Si c'est encore pire qu'au départ, alors n'hésitez pas dans ce cas-là à aller vous faire aider par un professionnel pour être accompagné et pour vous aider à débloquer la situation. Comment sortir du deuil? Eh bien là, vous avez vous aussi des méthodes dans le travail de deuil que vous pouvez faire. Racontez votre histoire, ça peut passer par l'écriture. Écrivez pour décharger l'émotion. Ça va vous permettre de récupérer en lucidité. Ça peut être aussi d'avoir un confident, d'avoir une personne de confiance à qui vous pouvez parler parce qu'elle a la bonne oreille, elle a la bonne écoute, elle ne vous juge pas, elle vous accueille dans ce que vous vivez. J'ai une personne que je suis et qui, elle, n'a pas cet entourage avec l'écoute qu'il faut. Et elle se confie à un ours en peluche. C'est son objet de référence. C'est l'objet qu'elle a choisi pour pouvoir juste décharger en fait. D'accord ? Donc tout est possible. Et puis, il y a aussi la dimension du corps. Aidez votre corps qui a subi un gros stress. D'accord ? Je rappelle cette notion de choc. Aidez votre corps. Faites de l'activité physique. D'accord ? Je ne vous dis pas forcément d'aller courir, mais ne serait-ce que marcher. Allez marcher. Parce que dans le stress, je vous rappelle, c'est le plus haut niveau de stress et il y a des toxines, d'accord, que votre corps va devoir éliminer. Et ça va être important de bouger parce que votre corps a besoin de bouger pour les éliminer. 11%, je crois que c'est 11 ou 12% des endeuillés déclarent ou aggravent une pathologie 1 an après la perte d'une personne. C'est pas rien. Et donc il faut aussi aider et soutenir votre corps par l'activité, d'une part. D'autre part, par l'alimentation. On n'a pas d'appétit quand on perd quelqu'un. L'appétit est perturbé. J'ai pas envie de faire à manger. Moi, ce que j'aimais, c'était cuisiner pour mon mari, pour ma femme. Quel est l'intérêt maintenant de faire à manger que je suis tout seul? J'ai pas envie. Ok, mais votre corps, il a quand même des besoins. Alors, si vous voulez pas cuisiner, ne cuisinez pas. Mais peut-être aller chercher à manger de qualité chez le traiteur. Ça va durer un temps. Un jour, vous aurez à nouveau envie de cuisiner ou de manger mieux. Mais aidez votre corps, parce qu'un corps affaibli, un corps qui n'a pas ce dont il a besoin d'énergie. Le travail de deuil, ça vous brasse au niveau de l'énergie. Le corps a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner et faire ce travail de deuil. Donc, un corps qui n'est pas assez nourri, eh bien, c'est un système immunitaire qui peut être aussi affaibli et qui peut entraîner des pathologies, des douleurs chroniques, etc. Donc, on aide le corps aussi en le soutenant. Et puis aider son corps, c'est aussi dans ces douleurs diffuses qu'on peut avoir, peut-être de temps en temps, s'offrir une séance d'ostéopathie, un massage, de la réflexologie plantaire qui va venir agir sur les différents organes. Pourquoi pas des soins énergétiques qui peuvent venir apaiser, décharger la douleur émotionnelle aussi, d'une autre manière, de façon plus passive. Mais chouchoutez-vous, prenez ce temps-là pour vous et pour votre corps parce que lui aussi, il en a besoin. Il n'y a pas que vos émotions, il n'y a pas que le côté psychologique. Votre corps aussi a besoin de soins. Alors l'accompagnement que moi je propose, il est vraiment centré autour de la perte. C'est pas un travail de psychothérapie, on ne va pas aller travailler sur les schémas de vie, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qui vous avez perdu ou ce que vous avez perdu, qui a des répercussions dans votre vie. Et l'accompagnement, il va tourner autour de 3 questions. C'est que s'est-il passé? Qui avez-vous perdu? Et où en êtes-vous aujourd'hui? Et comme il y a ce processus oscillatoire, eh bien, différentes périodes de votre deuil, ce ne sera pas les mêmes questions, ce n'est pas les mêmes choses qui vont venir vous agiter. Et l'idée, c'est de poser des mots, de décharger l'émotion associée, de mettre des mots précis pour vous aider justement à retrouver vos repères. C'est tout l'enjeu
de l'accompagnement du deuil. C'est décharger l'émotion pour retrouver un peu plus de calme, un peu plus de sérénité et de lucidité. C'est poser des mots précis sur votre vécu pour savoir mieux vous situer, pour savoir ce qui se passe en vous exactement. C'est pas toujours facile de savoir tout seul. Moi, avec mon questionnement, bien évidemment, je vous aide à vous introspecter. Et je vais aussi vous présenter des fois les choses sous une autre perspective que la vôtre pour sortir de vos pensées circulaires, de vos façons de penser qui sont toujours les mêmes. Je vais vous amener des fois à voir peut-être les choses sous un autre angle, différemment, pour pouvoir débloquer des situations, pour pouvoir vous permettre d'avancer dans votre deuil. Et je vais aussi peut-être vous aider à mettre des actions en place. D'accord ? Des fois, vous avez des projets, des envies, mais vous avez du mal à passer à l'action. D'accord ? Alors, avec ce soutien, avec cet accompagnement, des fois, voilà, je vous motive, je vous incite à mettre vos projets à exécution, à aller de l'avant pour pouvoir vous remobiliser aussi dans la vie. Et puis, je vais bien évidemment vous aider à mettre du sens sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu et sur la manière dont vous pouvez réinvestir la vie. Quand c'est possible, bien évidemment. Ça ne l'est pas toujours, mais des fois ça l'est. Alors je vous aide aussi à remettre du sens sur tout ça, remettre du sens sur la vie, remettre du sens sur pourquoi vous êtes là et comment vous pouvez vous réinvestir dans la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mort et la vie, bien évidemment, font partie intégrante de la vie. Elles sont intimement liées. Et le deuil, c'est vraiment pour moi une thématique sociale où en fait on peut tous, chacun à notre niveau, soutenir un endeuillé, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, par des associations, au niveau amical, familial. On peut tous, rien que par notre soutien, par notre écoute, par notre présence, soutenir les endeuillés. Et pour moi, le sujet du deuil est important, c'est important de le remettre au cœur de notre société parce que il invite aussi à aider l'autre à ne pas aller dans l'isolement. Et dans notre société individualiste, il me semble que c'est vraiment fondamental aujourd'hui de remettre cette humanité au centre de tout, pour ne pas laisser les gens qui sont en souffrance seuls. Et n'oubliez pas que le deuil, ça reste un vecteur de croissance personnelle. Vous en sortirez transformé. Vous ne serez plus les mêmes qu'avant, parce que vous aurez creusé en vous, vous aurez été chercher des ressources, des fois insoupçonnées en vous, pour pouvoir vous relever de ces situations-là. Vous ne serez pas les mêmes après votre deuil. Je finirai par ce message-là, que la traversée du deuil est parfois longue, mais le chemin vers la paix est vraiment possible. Mais pour ça, il faut vraiment vous accorder du temps. Les choses vont se faire avec le temps aussi. Gardez confiance en la vie et surtout gardez confiance dans le processus de deuil. Si vous en ressentez le besoin parce que c'est trop difficile, alors des accompagnements sont là pour pouvoir vous aider, comme ce que moi je propose par exemple. Mais le processus de deuil œuvre et à un moment donné, ça va finir par se stabiliser. Vous allez réussir à sortir de ce marasme émotionnel et à retrouver vos repères de vie. Si vous souhaitez me parler après cette conférence, je suis au stand I20, bien évidemment. Je pourrais aborder ce sujet-là d'une autre manière avec vous, de manière individuelle. Voilà. Alors il nous reste, je crois que 5 minutes à peine. Il ne nous reste plus de temps en fait, il est déjà 17h. Mais si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment me solliciter après cette conférence et j'y répondrai avec plaisir. Merci.